Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de ce qu'il fallait démontrer. C'est l'occasion d'évocation et d'analyse des sujets les plus importants de l'actualité. Et puis ces derniers temps, vous le savez, les quotidiens ont été occupés par des sujets assez variés, dont deux majoritairement. On a cette visite donc des anciens présidents Boni Yaye et Séfa Soglo à Niamey pour rencontrer le général Tiani. On en parlera. On parlera de ce réajustement ou de ces réajustements de tests procédés par le Parlement et concernant des institutions comme le CES ou alors la Commission béninoise des droits de l'homme, le CES, le Conseil économique et social. On parlera aussi de ça. On va parler un peu, si le temps nous le permettait, des nouveaux ordres créés par le Parlement qui a revu aussi les tests de ce côté-là, et l'analyste présent sur ce plateau pour aider justement à décrypter l'actualité, vous le connaissez, Anissé Carlos Fouquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue par ici. Alors on va commencer déjà par ce qui domine largement, je dois dire, l'actualité ces derniers temps, notamment depuis le lundi, c'est ma foi la contribution des deux anciens chefs d'État du Bénin, Boni Yaye et Séfa Soglo, contribution donc à un dénouement de la crise. Ils ont choisi d'aller rencontrer les autorités au niveau donc de Niamey pour les écouter afin de trouver les voies et moyens pour que enfin la frontière puisse s'ouvrir au niveau donc du nord du Bénin, précisément à Malanville. Qu'est-ce que ça vous fait comme première impression? Première bonne impression. Première bonne impression parce que lorsque des personnalités de cette envergure se décident à s'impliquer pour le dénouement d'une telle crise et que de l'autre côté, au Niger, on accepte de les recevoir et de parler avec ces personnalités, ça donne en tout cas une première impression de contentement, parce qu'on se dit que, bon, à défaut d'avoir des garanties d'ouverture tout de suite, au moins on se parle, et quand les hommes se parlent, on trouve toujours le moyen de régler les problèmes. Et c'est pour ça que cette visite suscite effectivement beaucoup d'espoir. Alors on l'a vu, hein, c'est vrai que cela est parti comme une rumeur, mais ça s'est finalement confirmé. C'est le lundi que les deux hommes sont partis. Et ils ont pu rencontrer quand même le général Tiani. C'est un grand pas. Oui, c'est un grand pas, parce qu'auparavant, toutes les tentatives pour envoyer un émissaire aux autorités nigériennes se sont soldées du moins par un échec. Et on ne sait pas très bien comment les anciens présidents s'y sont pris, mais le fait que Tiani ait accepté de les recevoir, effectivement, fait la différence. Parce que j'ai l'impression que les officiels du Bénin, c'est-à-dire le président de la République et les membres du gouvernement, sont persona non grata au Niger, mais il y a un certain nombre de personnalités, comme les anciens présidents, qui peuvent effectivement avoir des ouvertures. Et c'est heureux qu'ils profitent de cette ouverture pour aller parler de nous. Qu'est-ce qui a bien pu militer en la faveur de cette acceptation-là des deux anciens chefs d'État? D'abord parce que ce sont deux anciens chefs d'État. Ensuite parce qu'il n'y a pas d'engagement formel à prendre en présence de ces deux personnalités, parce que pour ce que nous avons pu savoir, ces personnalités ne sont pas régulièrement mandatées par le président de la République pour faire une médiation. Donc, bon, on va dire que tout ça s'inscrit dans l'informel et que les autorités du Niger avaient beau jeu d'accepter cette audience pour se donner au moins l'image de personnalités avenantes et prêtes à discuter. Donc, je pense que c'est ce prétexte-là qui, premièrement, peut expliquer que les autorités nigériennes aient accepté de recevoir nos anciens présidents. Parce que sans la demande expresse de Patrice Talon, ou tout au moins son accompagnement dans cette démarche, il n'y a rien de très concret que nous puissions espérer.
Alors on a vu quand même, hein, c'est beaucoup d'honneur, tapis rouge, limousine, beaucoup de respect, de sourire, etc., de positions assez rigoureuses pendant la discussion et surtout 3 heures d'échange. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de communiquer à l'endroit de Cotonou pour lui montrer qu'en réalité le problème c'est à son niveau plutôt? C'est ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire que les autorités nigériennes ont trouvé là une bonne opportunité de communiquer pour donner le sentiment que le problème, ce n'est pas eux, ce sont plutôt les autorités béninoises qui sont responsables de la situation de crise qui est entre les deux pays, et ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire parce que quand on regarde en fait la situation de bout en bout, quand on fait tous les recoupements, personnellement, moi je suis arrivé à la conclusion que en réalité, il n'y a pas de problème bénino-nigérien, il y a plutôt un problème nigéro-nigérien. Et que le Bénin, en définitive, n'est que... Comment nigéro-nigérien? Nigéro-nigérien parce que pour comprendre la situation, moi je pense qu'il faut remonter un peu l'histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et d'entrer un peu avant le coup d'État dans l'histoire du Niger pour voir ce qui s'y est passé. Et j'ai été édifié lorsque j'ai pu recouper un certain nombre d'informations, notamment que en 2012, le Niger avait fait des négociations avec le Tchad pour faire passer son pétrole par le Cameroun via le Tchad. Le Tchad ayant déjà un pipeline qui relie le Tchad au Cameroun, il fallait juste 600 km de pipeline du Niger pour faire la jonction avec un pipeline qui existait déjà en 2012. Donc, en 2014, le Parlement du Tchad a validé, a donné son accord pour la ratification de ce traité. Et puis en 2013, le gouvernement du Cameroun a également donné son accord. Donc nous étions dans le cadre d'un gouvernement qui a des partenaires, qui a choisi ses interlocuteurs, qui est déjà engagé vis-à-vis de ses partenaires. Et lorsque un gouvernement comme celui du Cameroun accepte le principe de faire passer du pétrole et que le gouvernement du Tchad l'accepte et fait valider par son Assemblée nationale, il y a déjà beaucoup d'argent en circulation. Il y a déjà beaucoup de comptes qui ont été renfloués et il y a beaucoup d'avances sur financement qui ont déjà été décaissées. Et là-dessus, Bazoum, qui a été imposé par son prédécesseur contre la volonté de la majorité des Nigériens, qui n'étaient pas d'accord avec le code électoral, qui n'étaient pas d'accord avec la liste électorale et qui ont vu Ama Amadou, principal opposant, évincé de la course, voir Bazoum leur être imposé comme président. Et qui est l'aide de camp de Bazoum? C'est l'ancien aide de camp du président sortant, qui l'a servi pendant 10 ans et qui a été imposé à Bazoum pendant son premier quinquennat. Pourquoi? Parce que Tchani avait l'obligation de suivre Bazoum pour que les principes soient respectés par rapport aux accords qui ont été établis. Qu'est-ce que Bazoum fait? Il tourne le dos aux principes sur lesquels ils se sont entendus avec son prédécesseur. Et comme Patrice Talon, qui est le président du Bénin, est un homme d'affaires avisé, lui, il trouve le moyen de trouver un accord avec Bazoum pour non plus faire passer le pétrole par le Tchad, mais pour tourner le dos à cette première entente et faire passer le pétrole par le Bénin. Et ça crée déjà une bonne discorde au sein des dirigeants du Niger. Le pipeline du Bénin est construit et au moment où il va commencer à être exploité, les gens perçoivent le danger parce qu'une fois que ça va commencer, on ne peut plus l'arrêter. Donc, il faut reprendre la main. Le 24 juillet 2023, Tchani, qui naturellement n'est pas d'accord avec tout ça, veut prendre ses responsabilités et Bazoum décide de le limoger. Sauf qu'il prend les devants et le 26, il prend le pouvoir.
Mais lorsqu'il prend le pouvoir, les cercles les plus informés, les cercles les plus instruits de ces matières-là savaient que le principal objet pour lequel ce coup d'État a été fait, c'est l'accaparement des matières premières, c'est-à-dire des ressources minières du Niger, pétrole, uranium. Il ne s'agit que de ça. Tout le reste, c'est un habillage. Donc, cette récupération a pour but de reprendre la main en fermant le pipeline au niveau du Bénin, qui n'est pas dans l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et de le reconduire vers le Tchad où il y avait leurs intérêts depuis longtemps qui ont été menacés par Bazoum. Et on comprend parfaitement la réaction que Patrice Talon a pu avoir, lui qui est aux commandes au Bénin, qui est aux affaires, qui parle avec les services secrets étrangers et qui connaît parfaitement les tenants et aboutissants de ce coup d'État. On comprend sa réaction au début quand il voit partir en fumée le rêve de faire passer le pétrole par le Bénin et d'en tirer avantage pour son groupe, parce qu'il a aussi un groupe, personne ne fait rien dans le pétrole par hasard, pour son groupe et surtout pour les caisses du Bénin. Voilà pourquoi cette réaction a surpris beaucoup de gens, parce que Patrice Talon savait que le coup d'État qui a été fait là, ce n'était pas pour le souverainisme, le patriotisme et tout ça, non, c'est pour prendre le pétrole et le rediriger vers les partenaires qui font les affaires des présidents et du président qui est en place aujourd'hui au Niger. Voilà pourquoi toutes les négociations que Patrice Talon a pu faire, toute la main tendue, tout ce qu'il a pu dire pour que la situation revienne à la normale, trouve un écho défavorable au niveau du Niger, parce que leur but, c'est de faire passer le pétrole par le Tchad à nouveau et de couper les ponts par le Bénin et de cette façon fermer complètement le robinet aux intérêts qui étaient en jeu et qui étaient sous le contrôle de Bazoum. Alors, quand on a compris ça, on comprend pourquoi le Niger, de dilatoire en dilatoire, a toujours trouvé les moyens jusqu'à présent de garder sa frontière fermée pour des raisons totalement, aujourd'hui on s'en rend compte, totalement farfelues, parce que vous ne pouvez pas comprendre que pendant qu'on dit qu'il y a des bases militaires au Bénin, on décide de faire passer le pipeline par un pays qui abrite très officiellement l'une des plus grandes bases militaires françaises d'Afrique. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Or, nous savons tous que les États n'ont pas d'état d'âme. Les États n'ont pas de sentiments. Les États n'ont que des amis. Au nom des intérêts supérieurs du Niger, il était très simple, très facile pour les autorités du Niger de faire passer le pétrole par un pipeline qui est déjà construit, qui existe déjà et qui est opérationnel, qui garantit la sécurité, qui est déjà complètement fonctionnel, plutôt que d'aller en construire un autre. Vous voyez qu'il y a un gros paradoxe entre laisser ce pipeline et aller en construire un autre. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a que le pétrole et l'uranium, dont vous connaissez l'histoire récente, qui sont au centre de ce problème, et c'est pour ça qu'on a beau avoir des présidents qui partent pour faire de la médiation, ça ne donnera rien, parce que l'objectif du pouvoir du Niger, c'est de faire passer le pétrole par le Tchad et de sauvegarder les intérêts de ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont été menacés par Bazoum qui a préféré le Bénin. Voilà l'essentiel de la situation. Et c'est pour ça que lorsque Tiani ouvre les portes à nos anciens présidents, qu'il leur déroule le tapis rouge, il se donne juste une posture pour montrer qu'en réalité, il n'est pas fermé au dialogue. Mais il y a une phrase forte qui est sortie de ces entretiens que moi j'ai retenue. C'est que pour les Nigériens, il faut que Patrice Talon quitte le pouvoir pour que le Bénin et le Niger retrouvent des relations normales. Donc le problème, ce n'est pas le Bénin, le problème c'est Patrice Talon. Et moi je dis, quand on prend en considération les intérêts supérieurs d'un pays, ce ne sont pas les humeurs d'un président voisin qui font mettre, comment on va dire, en veilleuse ces intérêts-là et les faire passer au second plan. Donc, il y a anguille sous roche.
J'avoue que c'est la première fois, désolé de dire les limites de ma culture, hein, c'est la première fois que j'entends en tout cas cette version donc, de l'histoire du pipeline avec des options qui pouvaient ma foi prendre par le Tchad et descendre à Douala au Cameroun, etc. C'est toujours le même partenaire chinois là, de l'autre côté aussi, ou c'est un autre partenaire? Évidemment que c'est un autre partenaire, c'est ça la difficulté. Il y avait déjà un autre partenaire sur le coup, qui avait déjà préfinancé, qui avait déjà... Pourquoi ce partenaire n'est pas en justice l'État nigérien alors d'avoir de façon radicale et à 380 degrés changé de position comme ça sur Bazoum avec des accords qui ont été déjà signés, des engagements qui ont été déjà pris, que ça doit s'orienter par là. Quand un État s'engage, ce n'est pas comme un individu qui peut renoncer à sa propre parole. Ça peut se traiter devant les tribunaux internationaux, non? C'est parce que ces investisseurs-là avaient toujours eu la garantie que de toute façon on trouvera le moyen de les faire c'est pourquoi ce sont sur des dollars qu'ils ont investi. Ils savaient que de toute façon on trouverait le moyen de ramener les choses à l'endroit. Patrice Talon est un homme d'affaires très avisé, vous l'aviez dit d'ailleurs, et ce n'est pas son parcours qu'il démentirait, vous l'avez relevé encore, un homme avisé, un homme d'affaires avisé. Quand le partenaire avec qui il a traité a changé de main, il s'énerve ou bien il discute avec le nouveau partenaire? Quand on a fait le coup d'État, pourquoi il ne trouve pas les ressources pour discuter avec le général, pour le convaincre à nouveau? Je sais que c'est un homme d'affaires très avisé, qui a des arguments, qui a l'éloquence, la doigté, la stratégie, l'intelligence et l'expérience pour pouvoir convaincre son vis-à-vis. Pourquoi il se fâche plutôt que de discuter avec eux au lendemain du coup d'État? Alors, est-ce qu'il se fâche? Oui, mais on a vu le ton hein, à Abuja, au lendemain, sinon le même jour de la prise de pouvoir. De mon point de vue, c'est parce qu'il avait des informations que le commun des Béninois, qui tentent de lui donner des leçons élémentaires de business, n'ont pas. Et c'est parce que quand nous sommes deux partenaires en concurrence, que l'un d'entre nous a le marché aujourd'hui et que l'autre trouve le moyen de renverser la vapeur et d'évincer celui qui est aux commandes aujourd'hui. Un compétiteur né, on sait que un compétiteur né, il trouve les moyens de celui qui a la force en présence de le convaincre de continuer à tenir, ma foi, cette option de faire passer le bien. Encore que ça, il me semble, il faut bien distinguer le pipeline le plus court, hein, le plus avantageux pour le Niger. Non, c'est pas le plus avantageux. Le pipeline par le Tchad, ce n'est que 600 km à construire. Alors, le Cotonou, de l'autre côté, c'est 2000 km plus. Donc, par le Tchad, c'est plus court, c'est clair. Mais maintenant, les questions de sécurité, les questions de délai et tout ça, il y a un certain nombre de paramètres qui ont fait que, bon, de toute façon, Bazoum, lui, a considéré que il a le Bénin, c'est sa préférence. C'est sa préférence. D'accord. Et en disant que le Bénin est sa préférence, il tournait le dos à des partenaires qui avaient déjà investi. Vous comprenez? Donc, lorsque le coup d'État survient le 26 juillet 2023, Patrice Talon se dit certainement, comme un certain nombre de personnes, nous mettons la pression et avec l'appui de la CEDEAO, on va dégager ces putschistes-là et passer à autre chose. D'accord? On essaye de faire monter la pression au maximum, ça ne passe pas. Les putschistes s'installent dans la durée et Patrice Talon, avant tout le monde, dit, bon, il faut constater que ce pouvoir de fait existe, il faut faire avec, et maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Vous comprenez? Parce que dans un premier temps, il fallait les dégager et libérer Bazoum. Vous voyez que la libération de Bazoum était une exigence de la CEDEAO. Non plus donc pour le principe de démocratie, alors peut-être pour le pipeline, prioritairement. Ça ne nous a pas dit tout au moins. La plupart des affaires qui se passent entre les États sont basées d'abord sur des intérêts. Et pas des questions de démocratie. Il ne faut pas se leurrer. Si c'était des questions de démocratie, il s'est passé dans l'espace CEDEAO un certain nombre de choses pour lesquelles la CEDEAO aurait dû intervenir, mais ils ne sont pas intervenus. Donc, la plupart des affaires qui se passent entre les États sont basées essentiellement sur des intérêts économiques. Donc, lorsqu'on n'a pas pu, Patrice Talon a eu l'honnêteté de dire, bon, maintenant, il y a un pouvoir de fait qui est installé, on fait avec. Et c'est à ce moment que les autres disent non, puisque les autres avaient leur logique depuis le départ. Tout ce qu'on dit, Patrice Talon a été ci, il a été ça, il a fait ci, il a fait... Tout ça, ce ne sont que des prétextes, parce que depuis le début, les putschistes savaient que l'objectif principal, c'est de couper
les ponts avec le Bénin du point de vue pétrolier, d'arracher l'uranium de l'autre côté et de redonner satisfaction aux partenaires qui avaient été les premiers sur ces affaires-là, qui avaient investi, qui avaient avancé déjà dans les négociations et qui, dans le fond, avaient des raisons de peut-être d'ester en justice et de faire payer de gros dommages et intérêts à l'État du Niger. Pour dire qu'en définitive, ce qui se passe est un problème entre Nigériens pour le contrôle de leurs mines et l'exploitation de leurs mines, et que le Bénin, en fait, n'est qu'un, on va dire, un bon prétexte pour légitimer ce pouvoir qui savait depuis le début que son objectif n'était pas de continuer à collaborer avec le Bénin du point de vue de l'exploitation du pétrole. Et c'est pour ça que vous verrez que tous les épisodes qu'il y a eu paraissent superflus, parfois paraissent ridicules à la limite. Le Bénin demande officiellement au Niger de participer aux opérations de chargement de son pétrole. Le Niger dit non. Quand le pétrole sort de chez nous, c'est affaire de WAPCO. Ça ne nous concerne plus. Bon, très bien. Dans ce cas, les douaniers que vous avez envoyés n'ont pas de raison d'être là. Ils n'ont qu'à dégager. Parce que nous souhaitons que vous ouvriez la frontière et que nous fassions des affaires tout à fait officiellement. Le Niger s'entête, le Bénin dit, bon, si c'est ça, gardez la frontière fermée si vous le voulez, mais dites officiellement, nous gardons la frontière fermée, mais nous faisons exception pour le pipeline. C'était une façon de les pousser à la faute, parce qu'en réalité, si le Niger avait dit ça devant les tribunaux, ils auraient eu beaucoup de mal à s'en sortir. Ah, dis donc les partenaires, eux, ils n'ont pas cette intelligence en tout cas. Ils auraient eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'ils ont dit non, on ne dit rien. Bon, mais puisque vous ne voulez pas que nos douaniers viennent officiellement à Cotonou, parce que nous ne pouvons pas le dire, bon, nous passons par WAPCO, nous glissons quelques éléments dans leur équipe, et ces éléments-là vont surveiller pour nous ce qui se passe au niveau de la station de chargement. Vous voyez comment les éléments ont été glissés, et Cotonou, étant dans sa logique, a créé l'incident. On savait très bien que les Nigériens qui ont été arrêtés n'avaient pas de bombes, on savait très bien qu'ils ne représentaient pas une menace particulière, mais il fallait créer l'incident pour montrer au Niger que quels que soient les moyens qu'ils utiliseraient pour envoyer d'autres personnes, ces personnes-là seront démasquées et que tant qu'il n'y a pas de délégation officielle, ils ne viendront pas. Vous voyez que... Ceux qui sont venus ne sont pas officiels, ils ont dit qu'ils ont eu une carte d'identité nationale nigérienne, qu'ils ont pris un avion officiellement, qu'ils ont été accueillis à l'aéroport du Bénin et qu'ils n'ont pas escaladé les murs ils ont surtout pour se retrouver sur la plateforme. Ils ont surtout été présentés comme des agents de WAPCO. Or, ce ne sont pas des agents de WAPCO. C'est-à-dire que les Nigériens ont trouvé une formule pour glisser des gens au niveau de WAPCO pour venir surveiller le pétrole. Le fait de la quantité de pétrole qui est d'être puisée. C'est de l'ordre normal des choses, non? C'est la pétrole, non? Pourquoi ça embête le Bénin d'avoir des gens qui surveillent et qui mesurent le nombre de litres qui sort de la plateforme? Ça, c'est ce que pensent la plupart des gens. Oui. Ça n'embête pas le Bénin. Le Bénin dit, je veux que les gens viennent surveiller, mais ils doivent venir officiellement. Or, venir officiellement faire obligation au Niger de prendre des dispositions, soit d'ouverture de frontières, soit de déclaration que, bon, la frontière est fermée, mais le pipeline fait exception. Et dans les deux cas... Il n'y a pas d'avion qui quitte Cotonou pour atterrir à Niamey, qui puisse transporter les potentiels visiteurs officiels? Ce ne sont pas n'importe quel visiteur qu'on reçoit sur une station de chargement de pétrole. Non, la question, c'est ça le problème. La question que je pose, est-ce que le Niger avait besoin de s'embarrasser si vraiment il veut envoyer une délégation officielle? Le Niger ne veut pas envoyer. Les frontières sont toujours fermées, mais le ministre Adambi a pu quand même aller au Niger pour discuter avec eux. Ça n'a pas dérangé. Si on veut envoyer une délégation, on l'enverrait aussi rapidement et aussi facilement, non? C'est pour ça que tout le monde est surpris que le Niger refuse d'envoyer une délégation officielle. Parce que passer par WAPCO ne fait pas de ceux qui viennent des officiels. Il me semble que les officiels du Niger parmi la délégation, il y avait la directrice de WAPCO aussi, qui a été condamnée. Mais je vous dis... Qui a été condamnée? Je vous dis, le Bénin a créé l'incident pour montrer clairement que les subterfuges que le Niger peut utiliser pour envoyer
du personnel surveiller le pétrole, ça ne fonctionnera pas à partir du moment où nous ne pouvons pas faire ce genre d'affaires de manière informelle. Il faut que ça se fasse de manière officielle. Donc, ce n'est pas en passant par WAPCO qu'on enverrait des gens pour surveiller. Il faut... Même si c'était un élément de WAPCO, on condamnerait. C'est bien cela. Puisque la directrice a été condamnée. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord. Ce n'est pas ça. Les personnes qui ont été condamnées pour donner un signal. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien comprendre. Il ne faut pas dire que, je suis totalement d'accord qu'on veuille donner, un signal. Un ton au Niger. C'est pour donner un signal. Si on veut donner un ton au Niger, il n'y aura pas de personnel civil qu'on va faire subrepticement passer par WAPCO. Même quand c'est le personnel avéré de WAPCO, il ne peut pas venir surveiller. C'est ça en fait. Il n'y a pas de personnel avéré de WAPCO. Parce que la directrice a été condamnée, elle est personnel avéré de WAPCO. Même si elle est personnel avéré de WAPCO, pourquoi on la condamne? Le but du Bénin est de créer l'incident. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le but du Bénin est de créer l'incident. Et une fois que... C'est pourquoi les gens n'ont pas été condamnés. En réalité, de quoi on les accuse? On les accuse juste d'avoir utilisé... faux documents. Voilà, pour venir un peu... Le Bénin dit... Pas moyen de passer par derrière pour contrôler. Venez officiellement et on s'entend pour que tout se fasse dans la transparence. Or, il se trouve que le Niger n'est pas très intéressé parce que le Niger a d'autres projets, notamment de faire passer le pétrole par le Tchad. Ça paraît un peu comme la conséquence de l'attitude du Bénin, mais en réalité, c'était l'objectif depuis le départ. On a vu quand même, ou bien on sait quand même que Mohamed Bazoum a été élu, mettons quoi, en mars 2021. Et que son prédécesseur a fait 10 ans. Son prédécesseur qui n'a pas eu le temps, en tout cas en signant les accords, n'a pas eu le temps de pouvoir peut-être engager la construction officielle du pipeline. Et donc c'est Bazoum qui automatiquement, dès qu'il est venu au pouvoir, a lancé les travaux. De 2021 à 2023, il a réussi à faire construire le pipeline, de sorte même à accorder, je dois dire, le marché à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est pas trop rapide ça. C'est justement... Il a une façon accélérée. Accéléré, parce que il y avait déjà une situation, comme je vous dis. En 2018, tout était prêt pour que le pipeline soit construit entre le Tchad et le Niger. Mais si les militaires au pouvoir à Niamey étaient si contre, je dois dire, l'écoulement du pétrole du Niger par le Bénin, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé partir le million de barils et qu'ils étaient même prêts aussi pour un autre bateau? Le partenaire chinois n'est pas petit. Le partenaire chinois, il n'est pas petit. Il sait mettre la pression, il sait faire les pressions nécessaires et il ne fallait pas non plus se braquer complètement. C'est fait finement pour que le partenaire chinois se retrouve un peu perdu. Mais bon, les Chinois, moi je pense qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie et qu'ils trouveront le moyen de régler ces problèmes. Justement, est-ce que plutôt que de continuer, quand on sait que, bon, vous l'aviez dit, on va en parler, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, que c'est la tête de Patrice Talon qui ne plaît pas aux autorités du Niger, on pourrait en parler tout à l'heure, mais dès lors que c'est compris, le message est clairement compris comme ça, et qu'on sait que les Chinois peuvent faire de la pression sur les autorités du Niger pour avoir ce que vous aviez dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que Cotonou ne fait pas cette humilité-là de faire l'option de passer par les Chinois pour que ça passe? Les deux États peuvent continuer à s'entendre après, je ne sais pas moi, le départ de Tiani ou de... J'ai le sentiment que Cotonou est très étroitement en collaboration avec les Chinois. C'est pour ça que vous verrez que les responsables de WAPCO n'ont pas été interpellés lorsque des éléments les ont infiltrés pour venir sur le terrain, sur la station de pompage. Et donc, les autorités en charge de WAPCO collaborent étroitement avec les autorités du Bénin et font pression sur le Niger, justement, pour que la frontière soit ouverte ou que les affaires se fassent de manière tout à fait officielle. Mais nous sommes là en face de deux camps qui s'affrontent, des mains invisibles en fait, qui agissent dans l'ombre et qui trouvent écho dans
le choix que font certains citoyens du Niger, l'un pour appuyer Bazoum dans ce qu'il fait, et les autres pour désapprouver Bazoum dans ce qu'il fait. Donc il y a une opposition de fait autour d'une bataille qui est centrée sur les hydrocarbures et l'uranium. Donc, dans tout ça, le Niger fait un peu, souffle un peu le chaud et le froid pour qu'on n'ait pas l'impression que, bon, c'est ça le but essentiel. Mais à la vérité, et on finira par le savoir, les groupes qui se forment aujourd'hui au Niger, les différentes factions qui se créent, donnent déjà un avant-goût de ce que nous allons vivre dans quelques mois dans ce pays-là, où Bazoum compte encore des partisans, où Issa, comment il s'appelle, Issifou compte encore des partisans, et où Tiani a également ses propres partisans. Donc le problème, c'est entre Nigériens. Je vous le dis pourquoi. Parce que si aujourd'hui le pouvoir change au Niger, croyez-moi, les relations entre le Bénin et le Niger vont changer dans la même journée. Ce qui est de l'ordre normal des choses. Il y a une continuité. Donc le problème... Après quand Bazoum était là, on s'entendait très bien. Donc le problème, en définitive, ce n'est pas le Bénin. Oui. Le problème, en définitive, ce n'est pas le Bénin. Le problème, ce n'est pas le président Talon. Le problème, c'est... Si les prochains responsables du Niger, si les prochains responsables du Niger proviennent de l'armée avec un coup d'État, que ce soit contre Tiani ou peut-être un président qui a été élu démocratiquement après, et que le Bénin se mette dans la même posture, vous pensez vraiment que ces putschistes-là, éventuellement, pourraient faire une lecture à la télévision pour féliciter le Bénin d'avoir condamné le coup d'État? Ça va toujours la même attitude, non? De guerrier. Ça, c'est une façon peut-être de faire une lecture de la situation. Mais ça dépendra de qui prendra le pouvoir. Et ce que je n'espère pas pour le Niger, c'est qu'il y ait un autre coup d'État. Si on a le même ton que le ton qu'on a eu à Abuja, qu'on a la même attitude avec les décisions prises au port, etc., l'accentuation des sanctions, etc., la fermeture à double, triple tour à Malanville des frontières, que ce soit Poutis ou pas, ils ne seront pas contents. C'est la même chose. S'il y a un coup d'État au Niger demain, vous n'entendrez plus personne parler. Ah ouais? C'est très clair. La CEDEAO est fatiguée. Non, c'est fini, vous n'entendez plus personne. Et c'est surtout pas Patrice Talon qui ira parler. Donc, chat échaudé. On peut déjà échauder, mais je vous ai dit le contexte dans lequel il avait parlé. Et dans ce contexte-là, il était normal, parce qu'il voyait bien que le Bénin était une victime collatérale de ce coup d'État et que, naturellement, on perdait quelque chose. Donc, si le pouvoir changeait au Niger aujourd'hui, le problème avec le Bénin serait définitivement réglé. Ça veut dire que c'est l'humeur et les intérêts qui guident les dirigeants du Niger aujourd'hui qui constituent un problème par rapport aux options que fait le Bénin. Alors, quand je vous résume, le problème bénino-nigérien, sinon nigérien, comme vous dites, se résume à trois choses. D'abord, la tête de Patrice Talon ne leur plaît pas. Non. C'est ce que vous avez dit? Ça, c'est un prétexte. D'accord, ça c'est un prétexte. Ça c'est un prétexte. Deuxièmement, parce que, j'insiste pour le dire, les États ont des intérêts qui dépassent les petits problèmes d'humeur de présidents voisins. Donc, Patrice Talon peut dire ce qu'il a à dire, peut faire n'importe quoi. Je vous ai dit, vous savez, le Nigeria a fait pire que le Bénin. Le Nigeria ne s'est pas contenté de fermer les frontières. Le Nigeria a coupé l'électricité dont le Niger dépendait à 80%. Et pourtant, ils ont normalisé leurs relations avec le Niger. Donc, ce n'est pas ce que Patrice Talon a dit qui était le problème. C'est un prétexte tout trouvé auquel les Béninois eux-mêmes ont donné écho en désapprouvant à tout va leur président comme nous savons le faire. Et c'est ça qui a donné en fait l'impression que c'est ça qui est à l'origine du problème. Le problème, ce n'était pas ça. Vous avez vu qu'ils ont parlé des bases militaires françaises sans pouvoir rien démontrer du tout. Vous avez vu que ensuite on a parlé des militaires de peau noire, les légionnaires de peau noire qui seraient... Demain, on trouvera encore autre chose. Mais la finalité de tout ça, c'est de gagner du temps. Et on l'observe à travers cette déclaration qui dit que, bon, nous attendons que Patrice Talon finisse ses 2 ans et puis on verra comment on normalise nos relations avec le Bénin. Si en temps le pipeline était construit entre le Niger et le Tchad,
et que, bon, ben, Patrice Talon part en 2026, qu'est-ce qu'on fait? On revient faire passer le pétrole par le Bénin? Mais non, c'était juste une manière de gagner du temps pour que l'objectif qui est au départ bien clair soit atteint, c'est celui de faire passer le pétrole par le Tchad. C'est assez facile pour le Bénin. Pour donner satisfaction à des commanditaires qui commençaient à s'impatienter et qui n'acceptent pas non plus de perdre leur argent sans en avoir pour leur budget. Si c'est si facile pour le Bénin de porter plainte, dès lors que peut-être le Niger n'aura pas, ma foi, respecté sa parole dans ce partenariat qu'ils ont engagé, pourquoi est-ce que WAPCO ne porterait pas plainte contre le Niger pour n'avoir pas honoré aussi sa part d'engagement dès lors que Patrice Talon serait parti du pouvoir et qu'on aurait déjà construit un pipeline, mettons Niamey-N'Djamena, etc. Pourquoi est-ce que WAPCO ne pourrait pas porter plainte? Et est-ce que cette plainte ne pourrait pas faire perdre beaucoup de milliards au point de faire créer justement le pire aux autorités nigériennes afin même de penser à cette option-là? Nous n'en sommes pas encore là. Et nous n'en sommes pas non plus encore à un stade où on puisse dire que WAPCO ne portera pas plainte. Il est clair que s'il y a un contentieux... Donc ils sont prêts à braver s'il y a un contentieux WAPCO plutôt que de... Je pense que dans tous les cas, ça ne finira pas un contentieux. Ça ne finira pas un contentieux. Parce que d'ici 2 ans, ils ne comptent pas ouvrir la frontière pour laisser passer le pétrole. Et donc, WAPCO serait fondé à aller devant les juridictions. Et je pense que pour le Niger lui-même, la meilleure option, ce n'était pas, s'ils sont dans leur droit comme ils le disent, si le Bénin viole autant de textes comme ils le disent, c'est à eux d'abord de porter le problème devant les juridictions parce qu'ils sont tellement sûrs. Non, ils n'ont jamais dit que le Bénin a violé des textes. Ah, les accusations mises sur la place publique, en tout cas par le Premier ministre a sorti des textes, il les a lus. Oui. Chapitre par chapitre, c'est quand pour montrer quels sont les différents articles que le Bénin a violés. C'est quand le Bénin a refusé de faire couler le pétrole. C'est ce que je vous dis. Ça, c'était à cette étape. Je vous dis fini cette étape depuis. Ce n'est jamais fini. La coulée, ils ont récolté 1 million de barils et le premier navire, il est parti déjà en direction de je ne sais où. Alors, aujourd'hui, pour les Nigériens, dites-moi, quel est le problème? Oui, mais je crois que le problème sur la table, c'est le problème de sécurité. On a même vu encore un reportage où on a argué que ceux qui ont attaqué une des contrées du Niger, c'est quand même des personnes qui sont venues directement, en tout cas du territoire béninois, même si ce n'est pas forcément des Béninois ou si ce n'est pas forcément je dois dire, une idée béninoise, etc. On a quand même vu que c'est démontré qu'ils sont venus, en tout cas, ils ont montré que c'est venu du Bénin. Donc, le seul souci du Niger aujourd'hui, c'est la question de la sécurité qui se pose. Oui. Les groupes nigériens qui se créent aujourd'hui en rébellion et le groupe qui a revendiqué l'attaque nucléaire, vous considérez que c'est du dilatoire, enfin ceux-là c'est le Bénin qui les instrumentalise, c'est ça? Non, mais moi j'ai pas dit ça. Hein. Je vous dis que c'est un problème nigérien. Oui. Ceux qui ont attaqué sont des Nigériens qui ont revendiqué, ils ont dit c'est nous qui avons fait. Ils ont des noms, on a mis des noms sur des visages que nous avons vus. Vous dites qu'ils sont venus du Bénin. Ça c'est ce qu'ils ont dit. Ça fait partie du dilatoire dont je vous parle. Tout ce qui vient du Niger est du dilatoire. Il n'y a rien de fondé chez vous. Ah non. Il n'y a rien, vraiment rien. Alors là, rien du tout. Est-ce que j'ai fondé chez les... Oui, mais parce que vous aviez dit les accusations de base militaire, de légionnaires français, de violation de tests, de tête de talon, que tout ça c'est du dilatoire. Tout ce qu'ils veulent c'est de réorienter le pétrole du Niger vers le Tchad pour les anciens partenaires. C'est ce que vous aviez dit. Le dilatoire n'est pas le faux. Dilatoire ne veut pas dire nécessairement faux. Le dilatoire c'est les manœuvres qu'on fait pour gagner du temps. Nous sommes d'accord? Donc quand je dis dilatoire, je ne dis pas que tout est faux, je dis que ce sont des manœuvres pour gagner du temps. Et donc, lorsqu'il y a des groupes qui sont régulièrement formés, qu'on connaît, qui disent nous sommes contre l'exploitation du pétrole et nous voulons la libération de Bazoum, il faut savoir qu'il y a un problème nigéro-nigérien. C'est de ça que je parle. Donc nous ne faisons que, en fait, nous sommes qu'un dégât collatéral dans la guerre que se livrent les Nigériens autour de leur pétrole et de leur uranium. Donc c'est pour ça que je dis que dans ce contexte, même si on initie 1 millier de médiations, ça n'aboutira pas pour la simple raison que les Nigériens savent exactement où ils vont et il nous appartient désormais de rester dans notre coin
de les laisser régler leurs problèmes entre eux, et quand ils seront prêts et qu'ils auront envie de revenir parler aux Béninois et collaborer avec les Béninois, ils reviendront tranquillement, il n'y a pas de problème. Puisque le Bénin n'a rien contre le Niger, que les populations du Bénin n'ont rien contre la population du Niger, et que ce sont les autorités qui sont au Niger, aujourd'hui, à l'instant où je parle, qui ont un problème avec leur homologue qui est au Bénin. Et c'est eux seuls qui savent à quel point ce problème est important pour qu'ils sacrifient les intérêts du Niger sur l'autel des humeurs d'un président voisin. Est-ce que quelque part Cotonou aussi ne prête pas flanc justement à ces militaires qui arguent de faux fuyants, comme vous le dites si bien, pour faire ralentir les choses? Dès lors qu'on a installé le pipeline et que le pétrole peut couler et que ça a commencé à couler, bon ben c'est déjà une avancée, non? Pourquoi arrêter après, chercher une délégation officielle, chercher des officiels qui doivent escalader les frontières, etc. Ça donne l'impression aussi qu'on prête un peu flanc, je dois dire, à tout ce qui se dit de l'autre côté, non? En tout cas, au nom des intérêts supérieurs du Niger, les autorités nigériennes auraient dû avoir beaucoup plus de souplesse dans cette affaire qui n'est en réalité pas une affaire si grave. Le président fait une déclaration dans le cadre d'une réunion qui a eu lieu au sein d'une instance communautaire. Mais c'est grave. Mais c'est grave en réalité. C'est grave pour deux raisons. Première raison, les déclarations et la personne qui a fait la déclaration. Quand c'est des menaces claires venant d'un président, il faut le prendre au sérieux. Premier élément. Deuxième élément, l'instance a décidé de faire une invasion pour aller récupérer Manu Militari, le pouvoir, et réinstaller Bazoum. Et non seulement ils ont fait une déclaration, mais ils ne se sont pas limités aux déclarations. Ils ont fait une rencontre des chefs d'état-major des pays d'accord sur le principe à Accra au Ghana pour peaufiner les stratégies et plans pour aller attaquer le Niger et réinstaller Bazoum. Quand on a posé ces pas, vous ne demandez pas aux gens de trinquer avec vous. Alors ils ne devraient pas trinquer avec le Nigeria. Ah mais moi je ne sais pas s'ils trinquent avec le Nigeria. Et comment qu'ils trinquent? Oui. Et comment? Parce qu'on a appris aussi que le Nigeria n'a jamais fermé ses frontières, par exemple, pendant la crise, et que les échanges ont continué tout le temps. Non, le Nigeria a bel et bien fermé ses frontières. Il a coupé l'électricité. Ça, il faut pas dans le cadre d'un non-paiement de facture. Mais non, dans le cadre des représailles qui ont été décidées contre les putschistes. Ça, c'est alors, bon, c'est vrai que le temps il est complètement parti. Il faut comprendre ce deux poids, deux mesures pour comprendre au fond qu'il y a au milieu des intentions qui ne sont pas si claires que ça. En tout cas, on verra bien ce que les deux anciens chefs d'État qui continuent, je dois dire, les consultations à Niamey vont faire comme point. Alors, moi, je pense que nous n'avons pas suffisamment exploré la possibilité que les anciens chefs d'État puissent obtenir des réponses. Vous avez été très intéressé par la guerre nigéro-nigérienne. Ce n'était qu'une partie de mon intervention. Parce que il faut dire que de la manière dont les médiateurs autoproclamés sont partis, je trouve un peu... Ils ne se sont pas proclamés automédiateurs, ils se sont proposés d'aller essayer quelque chose. Ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Ça revient au même parce que... Ils n'ont jamais dit quelque part qu'ils sont médiateurs. Bon, alors qu'est-ce qu'ils sont? Moi, je ne sais pas. Les facilitateurs? Appelez ça comme vous voulez. Trouvez le mot qui vous convient. Enfin, appelez ça comme vous voulez, mais lorsque je quitte mon pays pour aller essayer de trouver des solutions dans un pays tiers qui a des difficultés avec le gouvernement de mon pays, et que je le fais dans l'intérêt de mon pays, je le fais en étroite collaboration avec celui qui gère le pays au moment où la crise sévit. Donc, ne pas le faire en étroite entente et en étroite relation avec Patrice Talon montre à quel point les anciens présidents ont des objectifs qui ne sont pas tout à fait dans l'ordre de ramener complètement les relations à la normale entre les deux pays. J'ai l'impression qu'ils sont allés prendre de bons points pour préparer l'après-Talon, puisque il est clair dans l'esprit des Nigériens qui l'ont dit pendant qu'ils y étaient, qu'ils font passer leur pipeline d'une part par le Tchad et que d'autre part, ils patientent tranquillement que Patrice Talon dégage pour normaliser les relations. Donc, la démarche qu'ils sont allés faire me semble être une démarche très intéressée dans le sens de remettre les choses à leur profit pour désavantager Patrice Talon, qui est aujourd'hui la bête à abattre et qui offre la poitrine
à ses adversaires pour... C'est quand même bizarre hein, qu'ils aient une haine aussi viscérale contre Patrice Talon. Est-ce que c'est de la haine? C'est pas de la haine. Enfin, c'est pas de la haine du tout, c'est une logique politique. Sa tête ne leur plaît pas. Non, c'est une logique politique. Ah d'accord. C'est une logique politique. Et ça ramène... Et en quoi ils ont intérêt à ce que Patrice Talon ne soit pas au pouvoir, dès lors qu'ils sont convaincus que le pipeline va aller au Tchad? Ils n'ont aucun intérêt. Que soit Talon au pouvoir en 2026 ou pas, dès lors qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent réorienter le pipeline. Peut-être qu'ils peuvent trouver le moyen de faire un arrangement. On arrange toujours les choses quand on se parle. Si le président qui est en exercice aujourd'hui au Niger sait qu'il a des intérêts plus prononcés quelque part, ben, tout le monde va là où il y a plus d'intérêt. Donc ils ont raison d'aller faire leurs propositions. Mais moi je considère, au-delà de tout ça, que le fait que deux anciens présidents, travaillent non pas pour accompagner leurs successeurs dans la réalisation des grandes ambitions que celui-ci a pu avoir pour le pays, en lui faisant on va dire des conseils, des apports pour qu'il ne tombe pas dans des pièges, en essayant de faire des réajustements avec lui, pour que tous ensemble nous allions le plus loin possible, et qu'il décide de travailler contre lui à l'interne, de manière très évidente. Même les efforts sur le travail contre Talon, à l'évidence. Enfin, moi je pose une question. Je ne vois pas le contraire, puisque dans la crise du Niger... Il n'est pas militant d'un parti politique. Dans la crise politique contre le Niger, j'ai entendu Nicéphore Soglo parler... Pour dire qu'on n'aurait pas dû procéder comme ça. Ça fait qu'il travaille contre Talon. Je vais vous dire. Dites-moi toujours. Lorsque vous êtes un ancien président... Et que c'est sous Talon qu'il faut aller dormir, il ne faut pas se prononcer. Vous y allez trop vite en besoin. Oui, mais j'ai le temps qui me presse. Laissez-moi plus de ça, oui. J'ai l'impression que c'est le rôle qu'on veut attribuer aux anciens présidents. On a vu sur Boni Yayi un Nicéphore Diotanu Soglo très actif, ça n'a pas embêté Boni Yayi en son temps. On a vu quand même sous Kérékou aussi un certain Émile Delin Zissou se prononcer de façon assez véhémente sur l'actualité au plan national. Ça n'a pas beaucoup embêté, je dois dire. On ne lui a pas demandé d'aller se reposer parce qu'il est suffisamment fatigué pour avoir servi sa nation. Aujourd'hui, on a l'impression que nos anciens chefs d'État ne peuvent plus servir à rien qu'à dormir toute la journée. Ils ne peuvent pas se prononcer. C'est une lecture un peu superficielle. Ok. C'est plus profond que ça. D'accord, dites-moi. Parce que les anciens chefs d'État sont comme des grands égougous. C'est-à-dire, les grands égougous, ce sont des égougous auréolés de prestige, qui ont la parole rare et la présence encore plus rare. Un ancien président, c'est une personnalité qui, en principe, lorsqu'elle sort pour prononcer deux phrases, la tension, quelle qu'elle soit, doit d'abord chuter. Donc, un ancien président, lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, crée le rassemblement, ne fait que la division. Le Parlement... Et il est important de savoir que les textes de la République ont prévu expressément que nos présidents soient des anciens égougous, c'est-à-dire des personnalités auxquelles on a recours lorsque tout le monde a perdu les repères et qu'on est en train de sombrer. Lorsqu'on est en train d'aller vers la crise, ce sont des personnalités auxquelles on fait appel pour régler le problème. Et c'est pourquoi les avantages qui sont liés à un tel statut leur ont été accordés. Mais nos anciens égougous, qui devaient être de grands égougous, sont devenus un peu comme des caletas, c'est-à-dire les petits revenants qui courent et qui font la joie et le bonheur des enfants. Quand un président recherche encore, après la fin de ces deux mandatures, les joies d'un bain de foule, ça va en contradiction avec le statut social qu'il aurait dû avoir. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous aviez regardé le comportement d'un certain Barack Obama après le pouvoir?
Il a même battu campagne, vous le savez. Est-ce que vous avez regardé un peu Nicolas Sarkozy? Même François Hollande est candidat, vous avez appris ça? Les candidats aux législatives, vous avez appris ça? Ce que j'essaye de vous dire et que vous refusez de comprendre, oui, expliquez-moi. C'est que le fait que le président soit dans un parti d'opposition et soit même actif d'une certaine façon, n'empêche pas qu'il reste un grand égout. Vous croyez que Barack Obama sort n'importe comment pour aller prendre des bains de foule? Pour faire la campagne, ils sont pas... Mais c'est complètement faux. Ah oui? Et vous allez savoir, je vais vous expliquer. Pour faire la campagne électorale, pour accompagner, appuyer son candidat, le candidat de son parti politique, c'est pas des sorties à l'emporte-pièce là, c'est pas pour accompagner là. À quel moment il sort? À n'importe quel moment comme ça, ou même on n'est pas en campagne, on n'est pas, il n'y a pas de, comment on va dire, il n'y a pas d'enjeu en ce moment, et un ancien président sort pour prendre un bain de foule. Mais non, c'est pas normal. Moi, ce que je dis, il faut bien comprendre. Si nous avions des présidents qui restaient dans leur palais, et qui, comme Émile Derlin Zissou, paix à son âme, sont capables en une phrase ou deux de désamorcer une crise sociale importante. Si nous avons des présidents qui, à l'instar de cardinal Bernardin Ganti, sont capables en une nuit de désamorcer une crise sociale importante, c'est ça l'avantage du peuple béninois. Mais ce n'est pas de savoir que nous avons des présidents qui, par leur présence, exacerbent la crise politique. Vous croyez que si Patrice Boni Yayi et Nicéphore Soglo prenaient une bonne retraite, vous croyez que la tension politique serait à ce niveau où nous sommes aujourd'hui? Mais non, le mercure politique monte parce que ces personnalités-là sont dans la politique. Et lorsque un président de la République un ancien président de la République forme des points au marché, le monde entier le regarde. Lorsqu'un ancien président de la République fait une conférence de presse pour dire de son successeur, mais le pauvre, il n'a que le baccalauréat, il ne comprend rien à rien, et il ne peut même pas comprendre le b.a.-ba de ce qu'on appelle gérer un pays. Mais le monde entier les regarde. Et vous verrez que de tous les anciens présidents d'Afrique, ceux du Bénin sont les moins utilisés pour résoudre des crises. Nos présidents ne sont pas des médiateurs. Les gens préfèrent... Bon, il a été sollicité plusieurs fois, hein, que ce soit en Guinée, que ce soit ailleurs. Il a quand même été sollicité en Afrique. J'ai parlé de Guinée, vous n'avez pas... Guinée, vous savez comment ça s'est achevé? Ah non, dites-moi. Je préfère ne pas vous le dire. Comment ça s'est achevé? La guerre a repris? Non, mais la médiation a été réfutée. Ah oui. Ah oui, la médiation a été réfutée. À cause de Boni Yayi? Moi, je ne sais pas à cause de qui. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous, si vous regardez attentivement, nos présidents ne sont pas des médiateurs sollicités. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des grands égouts dans leur propre pays. Regardez au Nigeria. Il y a un forum des anciens chefs d'État, dont le Nicéphore Soglo est membre. Mais ce forum n'est jamais sollicité. On prend Obasanjo seul au milieu. Obasanjo n'est pas le seul ancien président non plus. Hein? On n'a pas sollicité les autres. C'est ce que ça veut dire que les autres ne sont pas aussi de grands égouts. Alors, ils sont membres de leur parti politique parce que chacun cultive sa personnalité et ses relations. C'est exactement ce que je vous dis. En fonction de ses c'est une personnalité qu'on cultive. C'est en fonction de ces relations qu'on vous sollicite pour les médiations. On a vu quand même... Moi, j'aurais bien aimé avoir... Nicéphore Soglo n'est pas n'importe qui. Nicéphore Soglo est un homme de grande envergure. Blaise Compaoré devenir médiateur attitré dans la sous-région avant de découvrir comment il était médiateur de la sous-région. Donc ce n'est pas parce qu'on vous sollicite en tant que médiateur que vous êtes un saint de la République ou du continent ou de la Terre. Il y a que vous avez certainement des cercles. On a remarqué que vous avez des contacts qui permettraient de faire asseoir les deux partis en belligérance, peut-être ou qui ne s'entendent pas. C'est pour cela qu'on vous sollicite. Si vous n'avez rien à voir avec les deux partis et que vous n'avez aucune influence alors sur les deux partis politiques, sur les deux partis en belligérance, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez être un médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui cultive sa personnalité, vous l'avez si bien dit. Lorsque Obasanjo a commencé à se fatiguer au Nigeria, Buhari aurait dû prendre la relève? Non. Ah d'accord. Celui qui a pris la relève, c'est Goodluck Jonathan. Mais lui aussi, ça n'a pas prospéré. On a vu ce que c'est devenu, notamment... Il y a plusieurs médiations où il a échoué sur lesquelles aussi. Mais qu'il a échoué n'est pas forcément le baromètre que moi j'essaye aujourd'hui d'utiliser.
c'est qu'il soit si régulièrement sollicité pendant que moi, dans le pays, un de ses forces peu importe le résultat. Un de ses forces que personne ne veut me dire jamais pour aller gérer les crises. Est-ce que j'ai un Boni Yayi qui est encore dans la force de l'âge, qui a encore beaucoup d'expérience à donner, que personne ne le sollicite? Alors moi, la question que je me pose plutôt, c'est pourquoi est-ce que les médiateurs sont le plus souvent sollicités dans les pays plutôt anglophones que francophones? Je crois que c'est la réflexion qu'il faut se faire. De toute façon, moi, voilà une question, par exemple, que je soumets à l'appréciation de l'aumônerie des cadres de l'Église catholique qui sait si bien nous organiser des colloques. Pourquoi est-ce que on a déjà au-delà de nos anciens minutes. Pourquoi est-ce que nos anciens chefs d'État... Je vois que le seul là vous a vraiment intéressé, vous a passionné. Non, vous avez exposé les différents arguments. Attendez, Tanguy, pardon. Oui. Attendez. Vous pouvez me couper la parole quand vous voulez, mais il faut que je dise. Oui, dites-moi. Tant que nos anciens chefs d'État n'auraient pas retrouvé la posture du grand Egungun dans leur propre pays, ils ne seront pas si utiles que ça à leurs compatriotes, parce que ça nous manque. Ça nous manque terriblement d'avoir de grands Egungun dans notre pays. Des gens qui, lorsqu'ils sortent, apaisent la tension en 2, 3 phrases. Lorsqu'ils appellent les protagonistes et qu'ils s'expriment, que tout le monde se dise, bon, je suis peut-être fâché, mais si le patriarche a parlé, je ne peux plus rien faire. Il nous faut ça. Et cette posture, ça se cultive, et c'est à cela que personnellement, j'appelle nos anciens chefs d'État pour que la tension politique soit désormais sous contrôle et que ça ne s'enflamme pas. 2026, c'est pour bientôt, et que si eux, ils le décident, ça se fera dans une ambiance relativement apaisée, mais s'ils le souhaitent, ça se fera également dans une ambiance surchauffée. Ça ne dépend que d'eux. Ah oui, sérieusement? Oui, et je vous le dis très clairement, ça ne dépend que des 2 anciens chefs d'État qui peuvent être des acteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le feu de l'action, tout comme ils peuvent être des gens qui calment tout le monde lorsque ça va être trop loin. Carrément, ce serait... C'est le rôle primordial d'un ancien chef d'État, c'est de se retirer et de laisser le successeur travailler, quitte à de temps en temps l'appuyer quand c'est nécessaire. Mais nous avons, nous, des chefs d'État qui n'appuient jamais leur successeur et qui sont toujours à lui dire ce que tu fais, c'est pas bien. La fameuse phrase « laissez-moi travailler et aller préparer votre projet de société ». Je crois que c'est Boni Yayi qui le disait dans son temps. Vous disiez qu'il n'était pas gêné. C'est vous qui disiez qu'il n'était pas gêné. Oui, mais quand il parlait, il était très gêné. Il ne parlait pas justement de Force Soglo, il ne parlait pas de Madjé Kérékou, il parlait justement de ses opposants qui lui faisaient la peau à l'Assemblée nationale. Mais il ne pouvait pas parler de Madjé Kérékou, puisque Madjé Kérékou ne se mêlait pas de ces choses-là. Madjé Kérékou est resté digne. Anissé Carlos Oké, merci beaucoup. J'avais prévu 3 sujets. On s'est limité au seul sujet Bénin, Niger. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il fallait parler 1 heure de plus, on aurait parlé parce qu'il y a encore des aspects que nous n'avons pas fini de développer sur ce thème. Mais bon. Oui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.